Privet Telegram, privet les pro-russes. Dans cet audio, je vais vous lire une traduction du dernier article que vient d'écrire Vladimir Poutine et diffusé en russe et en ukrainien sur le site présidentiel. Et ça concerne, et il est intitulé d'ailleurs, sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Récemment, répondant à une question sur les relations russo-ukrainiennes lors de la ligne directe, j'ai déclaré, c'est Poutine qui parle, j'ai déclaré que les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple, un seul tout. Ces mots ne sont pas un hommage à une conjoncture, à des circonstances politiques actuelles, j'en ai parlé plus d'une fois, c'est ma conviction, par conséquent je considère qu'il est nécessaire d'exposer ma position en détail et de partager mes évaluations de la situation actuelle. Permettez-moi de souligner tout de suite que je perçois le mur qui a émergé ces dernières années entre la Russie et l'Ukraine, entre des parties en fait d'un même espace historique et spirituel, comme un grand malheur commun, comme une tragédie. Ce sont d'abord les conséquences de nos propres erreurs commises à différentes époques, mais aussi le résultat du travail déterminé de ces forces qui ont toujours cherché à saper notre unité. La formule utilisée est connue depuis des temps immémoriaux, diviser pour mieux régner, rien de nouveau. D'où les tentatives de jouer sur la question nationale, de semer la discorde entre les peuples. Et comme une superbe tâche, c'est-à-dire diviser, puis jouer les parties d'un seul peuple entre eux. Pour mieux comprendre le présent et regarder vers l'avenir, il faut se tourner vers l'histoire. Bien sûr, dans le cadre de l'article, il est impossible de couvrir tous les événements qui se sont produits sur 1000 ans, mais je m'attarderai sur ces tournants clés qu'il est important pour nous, à la fois en Russie et en Ukraine, de retenir. Les Russes et les Ukrainiens et les Biélorusses sont les héritiers de l'ancienne Russie qui était le plus grand État d'Europe. Les tribus slaves et autres d'une vaste zone de Lagoda, Novgorod, Pskov, à Kiev et Tchernigov étaient unis par une langue, maintenant nous l'appelons vieux russe. Des liens économiques, le pouvoir des princes de la dynastie Rurik et, après le baptême de la Russie, et une foi orthodoxe, dans la foi orthodoxe. Le choix spirituel de Saint Vladimir, qui fut à la fois Novgorod et le grand prince de Kiev, détermine aujourd'hui largement notre parenté. La table princière de Kiev occupait une position dominante dans l'ancien État russe. C'était la pratique depuis la fin du IXe siècle. Les paroles du prophète Oleg à propos de Kiev, que ce soit une mère pour toutes les villes russes, est conservé pour la postérité dans le compte des années passées. Plus tard, comme d'autres États européens à l'époque, la Russie antique a été confrontée à un affaiblissement du pouvoir central, à la fragmentation. Dans le même temps, la noblesse et les gens ordinaires percevaient la Russie comme un espace commun, comme leur patrie. Après l'invasion dévastatrice de Batou, lorsque de nombreuses villes, dont Kiev, ont été dévastées, la fragmentation s'est intensifiée. Le nord-est de la Russie tomba sous la dépendance de la Horde, mais conserva une souveraineté limitée. Les terres du sud et l'ouest de la Russie étaient principalement comprises dans le Grand-Duché de Lituanie, qui, je tiens à attirer votre attention, était appelé Grand-Duché de Lituanie et de Russie dans les documents historiques. Les représentants des familles princières et boyards passaient au service d'un prince à l'autre, étaient hostiles les uns aux autres, mais aussi se faisaient des amis, concluaient des alliances. Sur le terrain de Kulikovo, aux côtés du grand-duc de Moscou, Dimitri Ivanovitch, le voïvode de Bobrok de Volhynie, a combattu les fils du grand-duc de Lituanie, Olgerd, Andrei Porotsky et Dimitri Bryansky. Au même moment, le grand-duc de Lituanie, Yagailo, fils de la princesse de Tver, conduit ses troupes à rejoindre Maïmaï, autant de pages de notre histoire commune, reflet de sa complexité et de sa multidimensionnalité. Il est important de noter que les terres russes occidentales et orientales parlaient la même langue. Vera était orthodoxe. Jusqu'au milieu du XVe siècle, une seule administration ecclésiastique fut conservée. À une nouvelle étape du développement historique, la russe lituanienne et la russe moscovite, en renforcement, pourraient devenir des points d'attraction. La consolidation des territoires de la Russe antique. L'histoire a décrété que Moscou est devenu le centre de la réunification, qui a poursuivi la tradition de l'ancien État russe. Les princes de Moscou, les descendants du prince Alexandre Nevski, se sont débarrassés du joug extérieur et ont commencé à collecter les terres russes historiques. À collecter, c'est-à-dire à rassembler des terres russes historiques. Différents processus étaient en cours au Grand-Duché de Lituanie. Au XIVe siècle, l'élite dirigeante de Lituanie s'est convertie au catholicisme. Au XVIe siècle, l'union de Lublin avec le royaume de Pologne a été conclue.
la Respoli, ah oui, c'est dur, ça, très dur. Parce que c'est du polonais, c'est dur. La Respospolita des deux peuples a été formée, la République, si vous voulez, en quelque sorte, en fait polonaise et lituanienne. La noblesse catholique polonaise a reçu d'importants biens fonciers et privilégiés sur le territoire de la Russie. Selon l'Union de Brest en 1596, une partie du clergé orthodoxe occidental se soumet à l'autorité du pape. La polonisation et la romanisation ont été effectuées. L'orthodoxie a donc été supplantée. En réponse, au XVIe et XVIIe siècle, le mouvement de libération de la population orthodoxe de la région du Dniepr s'est développé. Les événements de l'époque de l'Hetman Bohdan Khmelnytski sont devenus un tournant. Ses partisans ont essayé d'obtenir l'autonomie du Commonwealth polonais-lituanien. C'est le royaume commun, en fait, polono-lituanien. Dans la pétition de l'armée Zaporozhye au roi du Commonwealth polonais-lituanien en 1649, il était dit du respect des droits de la population orthodoxe russe, du fait que le gouverneur de Kiev devrait être le peuple russe et le peuple grec en loi, afin qu'il ne marche pas sur l'église de Dieu. Mais les Cosaques n'ont pas entendu. Les appels de Khmelnytski à Moscou ont suivi, qui ont été examinés par Zemski Sobor. Le 1er octobre 1653, cet organe représentatif suprême de l'État russe décide de soutenir les coreligionnaires et de les prendre sous son patronage. En janvier 1654, le Periaslav Rada confirme cette décision. Ensuite, les ambassadeurs Khmelnytski et de Moscou ont visité des dizaines de villes, dont Kiev, dont les habitants ont prêté serment au tsar russe. D'ailleurs, il n'y avait rien de tel à la conclusion de l'union de Lublin. Dans une lettre à Moscou en 1654, Khmelnytski, alors excusez-moi, je le prononce mal, Khmelnytski remercia le tsar Alexei Mikhailovitch d'avoir daigné accepter toute l'armée Zaporozhye et tout le monde orthodoxe russe sous le bras fort et haut de son tsar, oui. C'est-à-dire que dans les appels au roi de Pologne et au tsar de Russie, les Cosaques se sont appelés et se sont définis comme peuple orthodoxe russe. Au cours de la guerre prolongée de l'État russe avec le Commonwealth, donc polono-lituanien, certains des hetmans, les héritiers de Khmelnytski, soit différés de Moscou, ont ensuite demandé le soutien de la Suède, de la Pologne et de la Turquie, mais je le répète, pour le peuple, la guerre était en fait une guerre libératrice. Elle se termina par la trêve d'Andrusovo en 1667. Les résultats définitifs furent fixés par la paix éternelle de 1686. L'État russe comprenait la ville de Kiev et les terres de la rive gauche du Dniepr, dont Poltava, Tchernigov et Zaporozhye. Leurs habitants ont été réunis avec la majeure partie du peuple orthodoxe russe. Pour cette région elle-même, le nom Petite Russie, Malorussia, a été établi. Le nom d'Ukraine fut alors utilisé le plus souvent dans le sens où le mot russe ancien, périphérie, se retrouve dans les sources écrites depuis le XIIe siècle lorsqu'il s'agissait de divers territoires frontaliers. Et le mot ukrainien, à en juger également par les documents d'archives, désignait à l'origine les agents des services frontaliers qui assuraient la protection des frontières extérieures. De la Russie, faut-il préciser. Sur la rive droite restée dans le Commonwealth, l'ordre ancien est rétabli, l'oppression sociale et religieuse s'intensifie. La rive gauche et les terres prises sous la protection d'un seul État, au contraire, ont commencé à se développer activement. Les habitants de l'autre rive du Dniepr s'y sont installés en masse. Ils recherchaient le soutien de personnes d'une même langue et bien sûr d'une même religion. Pendant la guerre du Nord avec la Suède, les habitants de la Petite Russie, Malorussia, n'avaient pas le choix avec qui être. La rébellion de Mazepa n'était soutenue que par une petite partie des Cosaques. Les gens de différentes classes se considéraient comme russes et orthodoxes. Les représentants des anciens Cosaques, inclus dans la noblesse, ont atteint les sommets des carrières politiques, diplomatiques et militaires en Russie. Les diplômes de l'Académie Kiev-Mohyla ont joué un rôle de premier plan dans la vie de l'Église. Il en était ainsi pendant l'Hetmanship, en fait une formation étatique autonome avec sa propre structure interne spéciale dans l'Empire russe, une sorte d'autonomie.
Les petits Russes, Malorussia, à bien d'égards, ont créé un grand pays commun, son État, sa culture, sa science. Ils ont donc participé à l'exploration, au développement de l'Oural, de la Sibérie, du Caucase, de l'Extrême-Orient. Soit dit en passant, à l'époque soviétique, les natifs d'Ukraine occupaient les postes les plus importants et compris les plus hauts postes à la direction de l'État unifié. Qu'il suffise de dire que pendant 30 ans au total, le PCUS était dirigé par par Khrouchtchev et par Brejnev, dont la biographie du parti était étroitement associée à l'Ukraine. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, après les guerres avec l'Empire ottoman, la Crimée est devenue une partie de la Russie, ainsi que les terres de la région et de la mer Noire, appelées Novorossiya. Y ont été installés par des gens de toutes les provinces russes. Après la partition du Commonwealth, l'Empire russe a rendu les anciennes terres russes occidentales, à l'exception de la Galicie et de la Transcarpathie, qui se sont retrouvées dans l'Empire autrichien et plus tard dans l'Empire austro-hongrois. L'intégration des terres russes occidentales dans un espace étatique commun n'était pas seulement le résultat de décisions politiques et diplomatiques, elle s'est déroulée sur la base d'une foi et de traditions culturelles communes, et encore je noterai particulièrement l'affinité linguistique. Ainsi, même au début du XVIIe siècle, l'un des hiérarques de l'église uniate, Joseph de Routsky, rapporta à Rome que les habitants de la Moscovie appellent les Russes du Commonwealth leurs frères, que leur langue écrite est exactement la même et la langue parlée, bien que différente, est insignifiante, la différence insignifiante. Dans ces mots, comme les habitants de Rome et de Bergame, c'est, comme nous le savons, le centre et le nord de l'Italie moderne. Bien sûr, au cours de nombreux siècles de fragmentation, la vie dans différents États, les caractéristiques linguistiques régionales et les dialectes sont apparus. La langue littéraire s'est enrichie aux dépens de la langue populaire. Ivan Kouyarevski, Grigory Skovoroda, Taras Shevchenko ont joué un rôle énorme ici. Leurs œuvres sont notre patrimoine littéraire et culturel commun. Les poèmes de Taras Shevchenko sont écrits en ukrainien, tandis que la prose est principalement en russe. Les livres de Nikolai Gogol, un patriote de Russie, originaire de la région de Poltova, sont écrits en russe, plein d'expressions folkloriques et de motifs folkloriques. Comment partager cet héritage entre la Russie et l'Ukraine, et pourquoi faire ça? Les terres du sud-ouest de l'Empire russe, la Petite Russie, Malorussia et la Novorossia, la Crimée, se sont développées aussi diverses dans leur composition ethnique religieuse. Tatars de Crimée, Arméniens, Grecs, Juifs, Karats, Krumtchaks, Bulgares, Polonais, Serbes, Allemands et autres peuples vivaient ici. Ils ont tous gardé leur foi, leur tradition, leurs coutumes. Oui, je ne vais rien idéaliser. On connaît à la fois la circulaire Walugowski de 1863 et la loi Emski de 1872 qui limitait la publication et l'importation de la littérature étrangère religieuse et sociopolitique en langue ukrainienne. Mais le contexte historique est important ici. Ces décisions étaient prises dans le contexte d'événements dramatiques de Pologne, de la volonté des dirigeants du mouvement national polonais d'utiliser la question ukrainienne pour leur propre intérêt. J'ajouterais que des œuvres d'art, des recueils de poèmes ukrainiens, des chansons folkloriques ont continué à être publiés. Des faits objectifs indiquent que dans l'Empire russe, il y avait un processus actif de développement de l'identité culturelle de la Malorussia, la Petite Russie, dans le cadre de la grande nation russe qui unissait les grands Russes, les petits Russes et les Biélorusses. En même temps, parmi l'élite polonaise et une partie de l'intelligentsia peu russe ou non russe, des idées sur le peuple ukrainien séparé du peuple russe ont surgi et se sont renforcées. Il n'y avait aucune base historique ici et il ne pouvait pas y en avoir, donc les conclusions étaient basées sur une variété de fictions. Dans la mesure où les Ukrainiens ne seraient pas du tout des Slaves, ou au contraire que les Ukrainiens sont de vrais Slaves et les Russes moscovites ne le sont pas, de telles hypothèses étaient de plus en plus utilisées à des fins politiques comme instrument de rivalité entre les États européens. Depuis la fin du XIXe siècle, les autorités austro-hongroises se sont emparées de ce sujet, en opposition à la fois au mouvement national polonais et au sentiment moscovite en Galice. Pendant la Première Guerre mondiale, Vienne a contribué à la formation de la soi-disant Légion de Sich Riflemen ukrainiens. Les Galiciens, soupçonnés de sympathiser avec l'orthodoxie et la Russie, subissent une sévère répression et sont jetés dans les camps de concentration de Talerhof et de Terezin. Le développement ultérieur des événements est associé à l'effondrement des empires européens et à la féroce guerre civile qui s'est déroulée dans la vaste région de l'ancien Empire russe, à l'intervention étrangère. Après la révolution de février, en mars 1917, la Rada centrale est créée à Kiev,
se réclamant comme organe de pouvoir suprême. En novembre 1917, dans son troisième version, troisième peut-être élection, je sais pas qu'on peut traduire ça, troisième chambre, elle annonce la création de la République, ou troisième réunion, la troisième, elle annonce la création de la République populaire ukrainienne au sein de la Russie. En décembre 1917, des représentants donc de la République populaire ukrainienne arrivent à Brest-Litovsk, où la Russie soviétique négocie avec l'Allemagne et ses alliés. Lors de la réunion du 10 janvier 1918, le chef de la délégation ukrainienne a lu une note sur l'indépendance de l'Ukraine, puis la Rada centrale, dans sa quatrième réunion, sa quatrième session, a proclamé l'Ukraine indépendante. La souveraineté déclarée fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, la délégation de la Rada a signé un accord séparé avec les pays du bloc allemand. Ceux-ci se trouvaient dans la situation difficile de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, avaient besoin de pain et de matières premières ukrainiennes. Pour assurer les livraisons à grande échelle, ils sont parvenus à un accord pour envoyer leurs troupes et leur personnel technique dans la République populaire ukrainienne. En fait, ils ont utilisé cela comme un prétexte pour l'occuper. Ceux qui ont confié aujourd'hui à l'Ukraine un contrôle extérieur total devrait se rappeler qu'en 1918, une telle décision s'est avérée fatale pour le régime au pouvoir à Kiev. Avec la participation directe des forces d'occupation, la Rada centrale a été renversée et Hetman Skoropadsky a été porté au pouvoir, proclamant l'État ukrainien à la place de la République populaire ukrainienne qui était de fait sous le protectorat allemand. En novembre 1918, après les événements révolutionnaires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, Skoropadsky, ayant perdu le soutien des baïonnettes allemandes, prit une autre direction et déclara que l'Ukraine sera la première à agir dans la formation de la Fédération russe. Cependant, le régime a rapidement changé à nouveau. Le temps est venu pour le soi-disant directoire. À l'automne 1918, les nationalistes ukrainiens ont proclamé la République populaire d'Ukraine occidentale, et en janvier 1919, ont annoncé son unification avec la République populaire d'Ukraine. En juillet 1919, les unités ukrainiennes sont défaites par les troupes polonaises. Le territoire de l'ancienne République populaire d'Ukraine occidentale est sous domination polonaise. En avril 1920, Petliura, l'un des héros, entre guillemets, imposés à l'Ukraine moderne, conclut des conventions secrètes au nom du directoire de la République populaire ukrainienne, selon lesquelles, en échange d'un soutien militaire, il cède à la Pologne les terres de Galice et de Volhynie occidentale. En mai 1920, les Petlurites, c'est-à-dire que les gens qui soutiennent ce héros qui cédait des territoires ukrainiens, entrèrent à Kiev dans un train de wagons d'unités polonaises. Mais pas pour longtemps. Déjà en novembre 1920, après l'armistice entre la Pologne et la Russie soviétique, les restes des troupes de Petliura se rendirent aux mêmes Polonais. L'exemple de la République populaire d'Ukraine montre à quel point étaient instables divers types de formations quasi-étatiques qui sont apparus dans l'espace de l'ancien empire russe pendant la guerre civile et les troubles. Les nationalistes s'efforçaient de créer leur propre État séparé. Les dirigeants du mouvement blanc prônaient une Russie indivisible. De nombreuses républiques établies par des partisans bolcheviques ne s'imaginaient pas non plus en dehors de la Russie. Dans le même temps, pour diverses raisons, les dirigeants du parti bolchevique les ont parfois littéralement chassés de la Russie soviétique. Ainsi, au début de 1918, la République soviétique de Donetsk Kryvyi Rih a été proclamée, qui s'est tournée vers Moscou avec la question de rejoindre la Russie soviétique. Un refus a suivi. Lénine a rencontré les dirigeants de cette république et les a exhortés à agir dans le cadre de l'Ukraine soviétique. Le 15 mars 1918, le comité central du Parti communiste bolchevique décide directement d'envoyer des délégués au congrès ukrainien des soviets, dont les délégués du bassin de Donetsk, et de créer au congrès un gouvernement pour toute l'Ukraine, les territoires de la République soviétique de Donetsk, Kryvyi Rih, à l'avenir comprenait principalement les régions sud-est de l'Ukraine. En vertu du traité de Riga de 1921 entre la République socialiste fédérative soviétique de Russie et la République socialiste soviétique d'Ukraine et la Pologne, les terres occidentales de l'ancien empire russe ont été cédées à la Pologne. Dans l'entre-deux-guerres, le gouvernement polonais a lancé une politique active de réinstallation cherchant à modifier la composition ethnique du Kresy oriental. C'est ainsi que les territoires de l'Ukraine occidentale actuelle, de la Biélorussie occidentale et d'une partie de la Lituanie étaient en Pologne. Une
polonisation sévère a été effectuée, la culture et les traditions locales ont été supprimées. Plus tard, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, des groupes radicaux de nationalistes ukrainiens ont utilisé cela comme prétexte pour terroriser non seulement la population polonaise, mais aussi la population juive russe. En 1922, lors de la création de l'URSS, dont l'un des fondateurs était la République socialiste soviétique d'Ukraine, après une discussion assez animée entre les dirigeants bolcheviques, le plan de Lénine pour la formation d'un État d'union en tant que fédération des républiques égales a été mis en œuvre. Dans le texte de la déclaration de la formation de l'URSS, puis dans la constitution de l'URSS en 1924, le droit de retrait libre des républiques de l'Union a été introduit. Ainsi, la bombe à retardement la plus dangereuse a été posée dans la fondation de notre État. Il a explosé dès que le mécanisme de sûreté et de sécurité a disparu sous forme du rôle dirigeant du PCUS, qui s'est finalement effondré de l'intérieur. Le défilé des souverainetés a commencé. Le 8 décembre 1991, le soi-disant Belevskaya a été signé sur la création de la communauté des États indépendants, la CEI, dans lequel il a été annoncé que l'URSS, en tant que sujet de droit international et de réalité géopolitique, cesse d'exister. Soit dit en passant, l'Ukraine n'a ni signé ni ratifié la charte de la CEI adoptée en 1993. Dans les années 1920 et 1930, les bolcheviks ont activement promu la politique d'indigénisation qui a été menée en République socialiste d'Ukraine sous le nom d'ukrainisation. Il est symbolique que dans le cas de cette politique, avec l'assentiment des autorités soviétiques, Monsieur Khrouchtchevski, l'ancien président de la Rada centrale, un des idéologues du nationalisme ukrainien, qui a jadis bénéficié du soutien de l'Autriche-Hongrie, est retourné en URSS et a été élu membre de l'Académie des sciences. L'indigénisation a sans aucun doute joué un grand rôle dans le développement et le renforcement de la culture, de la langue et de l'identité ukrainienne. Dans le même temps, sous couvert de combattre le soi-disant chauvinisme des grandes puissances russes, l'ukrainisation était souvent opposée à ceux qui ne se considéraient pas comme ukrainiens. C'est la politique nationale soviétique, au lieu d'une grande nation russe, un peuple trinitaire composé de grands russes, de petits russes et de biélorusses. Petits russes, c'est Malorussia, c'est comme ça que l'on nommait ce qui a formé le cœur de l'Ukraine. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est pas Vladimir Poutine. Qui a consolidé la disposition sur trois peuples slaves distincts au niveau de l'État russe, ukrainien et biélorusse. En 1939, les terres précédemment saisies par la Pologne sont restituées à l'URSS. Une partie importante d'entre eux est annexée à l'Ukraine soviétique. En 1940, une partie de la Bessarabie occupée par la Roumanie en 1918 et le nord de la Bucovine sont entrés dans la République socialiste d'Ukraine. En 1948, l'île aux serpents de la mer Noire. En 1954, la région de Crimée, donc de la République socialiste fédérative de Russie, a été transférée à la République socialiste soviétique d'Ukraine en violation flagrante des normes juridiques en vigueur à l'époque. C'est vrai, c'est une violation du droit soviétique. Je parlerai séparément du sort de la Russie subcarpatique qui, après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, s'est retrouvée en Tchécoslovaquie. Une partie importante des résidents locaux étaient des Rutènes, on se souvient peu de cela maintenant, mais après la libération de la Transcarpathie par les troupes soviétiques, le congrès de la population orthodoxe de la région a appelé à l'inclusion de la Russe subcarpathique dans la République socialiste fédérative russe, ou directement dans l'URSS en tant que République des Carpates distincte. Mais cette opinion des gens a été ignorée, et à l'été 1945, il était annoncé, comme l'écrit le journal La Pravda, l'acte historique de la réunification de l'Ukraine transcarpatique avec sa patrie de longue date, l'Ukraine. Ainsi, l'Ukraine moderne est entièrement le fruit de l'ère soviétique. Nous savons et nous nous souvenons qu'il a été créé dans une large mesure aux dépens de la Russie historique. Il suffit de comparer quelles terres ont été réunies à l'État russe au XVIIe siècle, avec quel territoire la République socialiste soviétique d'Ukraine a quitté l'Union soviétique. Les bolcheviks considéraient le peuple russe comme un matériau inépuisable d'expérimentation sociale. Ils rêvaient d'une révolution mondiale qui, à leur avis, abolirait complètement les États-nations. Par conséquent, les frontières ont été arbitrairement coupées et des généreux cadeaux territoriaux ont été distribués. En fin de compte, ce qui a guidé exactement les dirigeants bolcheviks coupant le pays n'a plus d'importance. Vous pouvez discuter des détails, du contexte et de la logique de certaines décisions. Une chose est claire, la Russie a en fait été volée. En travaillant sur cet article, je me suis basé non sur des archives secrètes, mais sur des documents ouverts qui contiennent des faits bien connus. Les dirigeants de l'Ukraine moderne et leurs mécènes extérieurs préfèrent ne pas se souvenir de ces faits. Mais pour diverses raisons, à l'endroit y compris d'étrangers, il est aujourd'hui d'usage de condamner les crimes du régime soviétique. Entre guillemets.
en comptant parmi eux-mêmes les événements auxquels ni le PCUS, ni l'URSS, ni même la Russie plus moderne n'ont rien à faire. Dans le même temps, les actions des bolcheviks pour arracher ces territoires historiques à la Russie ne sont pas considérées comme un acte criminel. Il est clair pourquoi. Puisque cela a conduit à l'affaiblissement de la Russie, nos méchants sont satisfaits. Nos méchants, ceux qui sont négatifs, on dirait en vieux français, voilà, nos méchants en sont satisfaits. En URSS, les frontières entre les républiques, bien sûr, n'étaient pas perçues comme des frontières d'État, étaient conditionnelles à l'intérieur d'un seul pays qui, avec tous les attributs d'une fédération, était essentiellement très centralisé, en raison, je le répète, du rôle du premier plan du PCUS. Mais en 1991, tous ces territoires et surtout les gens qui y vivaient se sont soudain retrouvés à l'étranger, et ils étaient déjà vraiment coupés de leur patrie historique. Que pouvez-vous dire ici? Tout change, y compris les pays, les sociétés, et bien sûr, une partie du peuple au cours de son développement, pour un certain nombre de raisons, de circonstances historiques, peut à un certain moment se réaliser comme une nation à part entière. Comment devons-nous, quel rapport devons-nous avoir à cela? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse, avec respect. Vous souhaitez créer votre propre État? Je vous en prie. Mais à quelles conditions? Permettez-moi de vous rappeler ici le bilan dressé par l'une des personnalités politiques les plus brillantes de la Nouvelle-Russie. Vous souhaitez créer votre propre État? Je vous en prie. Mais à quelles conditions? Permettez-moi de vous rappeler ici le bilan dressé par l'une des personnalités politiques les plus brillantes de la Nouvelle-Russie. Le premier maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. En tant qu'avocat très professionnel, il estimait que toute décision devait être légitime. Et c'est pourquoi, en 1992, il a exprimé l'opinion suivante. Les républiques fondatrices de l'Union, après avoir elles-mêmes annulé le traité de 1922, devraient revenir aux frontières dans lesquelles elles ont rejoint l'Union. Tout le reste des acquisitions territoriales fait l'objet de discussions, de négociations, car la base a été annulée. En d'autres termes, repartez avec ce que vous êtes venu avec. Il est difficile d'argumenter avec une telle logique. J'ajouterai seulement que les bolcheviks, comme je l'ai déjà noté, ont commencé à redessiner arbitrairement les frontières avant même la création de l'Union, et toutes les manipulations avec les territoires ont été effectuées volontairement, ignorant l'opinion du peuple. La Fédération de Russie a reconnu les nouvelles réalités géopolitiques, et elle ne s'est pas contentée de reconnaître, mais elle a fait beaucoup pour faire de l'Ukraine un pays indépendant. Dans les années 90, les difficiles années 90 et dans le nouveau millénaire, nous avons apporté un soutien important à l'Ukraine. Kiev utilise sa propre arithmétique politique, mais en 1991-2013, uniquement en raison des bas prix du gaz, l'Ukraine a économisé plus de 82 milliards de dollars pour son budget. Et aujourd'hui, elle s'accroche littéralement à 1,5 milliard de dollars de paiements russes pour le transit de notre gaz vers l'Europe. Alors qu'avec la préservation des liens économiques entre nos pays, l'effet positif pour l'Ukraine s'élèverait à des dizaines de milliards de dollars. L'Ukraine et la Russie se développent comme un seul système économique depuis des décennies, des siècles. La profondeur de la coopération que nous avions il y a 30 ans pourrait faire l'envie des pays de l'Union européenne aujourd'hui. Nous sommes des partenaires économiques naturels et complémentaires. Une relation aussi étroite est capable de renforcer les avantages concurrentiels et d'accroître le potentiel des deux pays. Et c'est important pour l'Ukraine. Cela comprenait une infrastructure puissante, un système de transport de gaz, une construction navale avancée, la construction d'avions, de fusées, la fabrication d'instruments, des écoles scientifiques, de conception et d'ingénierie au niveau mondial. Ayant reçu un tel héritage, les dirigeants de l'Ukraine, déclarant leur indépendance, ont promis que l'économie ukrainienne deviendrait l'une des premières et le niveau de vie de la population l'un des plus élevés d'Europe. Aujourd'hui, les géants industriels de la haute technologie, qui étaient autrefois la fierté à la fois de l'Ukraine et de l'ensemble du pays, on parle de l'URSS ici, sont de leur côté. Au cours des 10 dernières années, la production de produits d'ingénierie mécanique a chuté de 42%. L'ampleur de la désindustrialisation et en général la dégradation de l'économie peuvent être constatées dans un indicateur tel que la production d'électricité, qui, en Ukraine, a presque diminué de moitié en 30 ans. Et enfin, selon le FMI, en 2019, avant même l'épidémie de coronavirus, le niveau du PIB par habitant en Ukraine était inférieur à 4 000 $. C'est en dessous du niveau de la République d'Albanie, de la République de Moldavie et du Kosovo, non reconnu. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus pauvre d'Europe. Qui est à blâmer pour cela? Les Ukrainiens? Bien sûr que non. Ce sont les autorités ukrainiennes qui ont dilapidé et jeté les réalisations de nombreuses générations. Nous savons à quel point le peuple ukrainien est travailleur et talentueux. Il sait comment réussir avec persévérance et obstination des résultats exceptionnels. Et c'est
qualités, ainsi que l'ouverture, l'optimisme naturel, l'hospitalité, ne sont pas allés nulle part. Les sentiments de millions de personnes qui traitent la Russie non seulement positivement, mais avec beaucoup d'amour, tout comme nous le faisons avec l'Ukraine, restent les mêmes. Jusqu'en 2014, des centaines d'accords et de projets communs ont permis de développer nos économies, nos liens commerciaux et culturels, de renforcer la sécurité et de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux communs. Ils ont apporté des avantages tangibles aux gens, à la fois en Russie et en Ukraine. C'est ce que nous considérons comme l'essentiel. Et c'est pourquoi nous avons eu des échanges fructueux avec tout le monde, je le souligne, avec tous les dirigeants ukrainiens. Même après les événements bien connus de Kiev en 2014, il a été demandé au gouvernement russe de réfléchir aux options de contact à travers les ministères et départements concernés en termes de maintien et de soutien de nos liens économiques. Cependant, il n'y avait pas de désir réciproque, donc il n'y a toujours personne. Néanmoins, la Russie reste l'un des 3 principaux partenaires commerciaux de l'Ukraine et des centaines de milliers d'Ukrainiens viennent travailler chez nous et sont accueillis ici avec cordialité et soutien. C'est ainsi que se révèle, entre guillemets, le pays agresseur. Lorsque l'URSS s'est effondrée, beaucoup en Russie et en Ukraine croyaient sincèrement que nos liens culturels, spirituels, économiques étroits demeureraient sans aucun doute, de même que la communauté du peuple qui s'est toujours sentie unie dans sa fondation. Cependant, les événements, d'abord progressivement puis de plus en plus rapidement, ont commencé à se développer dans une direction différente. En fait, les élites ukrainiennes ont décidé de justifier l'indépendance de leur pays en niant son passé, à l'exception toutefois de la question des frontières. Ils ont commencé à mythifier et à réécrire l'histoire, à effacer tout ce qui nous unit, à parler de la période de séjour de l'Ukraine dans l'Empire russe et de l'URSS comme une occupation. La tragédie commune de la collectivisation, la famine du début des années 30 est présentée comme un génocide du peuple ukrainien. Les radicaux et les néo-nazis ont déclaré ouvertement et de plus en plus insolemment leurs ambitions. Ils ont été gâtés à la fois par les autorités officielles et les oligarques locaux qui, après avoir volé le peuple ukrainien, gardent les biens volés dans des banques occidentales et sont prêts à vendre leur mère afin de préserver leur capital. À cela s'ajoute la faiblesse chronique des institutions étatiques, la position d'otage volontaire de la volonté géopolitique d'autrui. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a longtemps, bien avant 2014, les États-Unis et les pays de l'Union ont systématiquement et constamment poussé l'Ukraine à restreindre et à limiter sa coopération économique avec la Russie. Nous, en tant que plus grand partenaire commercial et économique de l'Ukraine, avons proposé de discuter des problèmes émergents dans le format Ukraine-Russie-Union européenne. Mais chaque fois qu'on nous a dit que la Russie n'avait rien à voir là-dedans, disent-ils, la question ne concerne que l'Union et l'Ukraine. De facto, les pays occidentaux ont rejeté les propositions russes répétées de dialogue. Pas à pas, l'Ukraine était entraînée dans un jeu géopolitique dangereux dont le but est de faire de l'Ukraine une barrière entre l'Europe et la Russie, une tête de pont contre la Russie. Inévitablement, le moment est venu où le concept, entre guillemets, l'Ukraine n'est pas la Russie, ne convient plus. Il a fallu une anti-Russie, ce que nous n'accepterons jamais. Les clients de ce projet se sont inspirés des anciens développements des idéologues polono-autrichiens et la création de la Russie anti-Moscou. Il n'y a pas lieu de tromper qui que ce soit sur le fait que cela est fait dans l'intérêt du peuple ukrainien. C'est du polonais, Rest Pospolita n'a jamais eu besoin de culture ukrainienne, encore moins de l'autonomie cosaque. En Autriche-Hongrie, les terres historiques russes ont été impitoyablement exploitées et sont restées les plus pauvres. Les nazis, servis par des collaborateurs originaires de l'OUN, l'UPA, les bandéristes, pour résumer, n'avaient pas besoin d'Ukraine, mais d'espace de vie et d'esclaves pour leur mettre à rien. Les intérêts du peuple ukrainien n'ont pas non plus été pris en compte en février 2014. Le juste mécontentement des gens causé par les problèmes socio-économiques les plus aigus, les erreurs, les actions incohérentes des autorités de l'époque étaient simplement utilisés avec cynisme. Les pays occidentaux sont intervenus directement dans les affaires intérieures de l'Ukraine, ont soutenu le coup d'État. Il a été mise en place par des groupes nationalistes radicaux. Leurs slogans, leur idéologie, leur russophobie ouverte et agressive, à bien des égards, ont commencé à déterminer la politique de l'État en Ukraine. Tout ce qui nous unissait et nous réunissait jusqu'à présent est tombé sous leur coup. Tout d'abord la langue russe. Permettez-moi de vous rappeler, les nouvelles autorités de Maïdan ont tout d'abord tenté d'abolir la loi sur la politique linguistique de l'État. Ensuite, il y a eu la loi sur le nettoyage du pouvoir, la loi sur l'éducation qui a pratiquement effacé la langue russe du processus éducatif. Et enfin, déjà en mai de cette année, l'actuel président a soumis à la Rada un projet de loi sur les peuples autochtones. Ils ne sont reconnus que pour ceux qui constituent une minorité ethnique et qui n'ont pas leur propre enseignement public en dehors de l'Ukraine.
La loi a été votée, de nouvelles graines de discorde sont aujourd'hui semées. Et cela dans le pays, comme je l'ai déjà noté, très complexe en termes de composition territoriale, nationale, linguistique, dans l'histoire de sa formation. Un argumentaire peut sembler, puisque vous parlez d'une seule grande nation, d'un peuple trinitaire, alors quelle différence cela fait-il si les gens se considèrent russes, ukrainiens, biélorusses? Je suis complètement d'accord avec ça. De plus, la détermination de la nationalité, notamment dans les familles mixtes, est du droit de toute personne libre de son choix. Mais le fait est qu'aujourd'hui en Ukraine, la situation est complètement différente puisqu'il s'agit d'un changement forcé d'identité. Et le plus dégoûtant, c'est que les Russes en Ukraine sont obligés non seulement de renoncer à leurs racines de générations d'ancêtres, mais aussi de croire que la Russie est leur ennemi. Il ne serait pas exagéré de dire que le cours vers une assimilation violente, vers la formation d'un État ukrainien ethniquement pur, agressivement disposé vers la Russie, est comparable dans ses conséquences à l'utilisation d'armes de destruction massive contre nous. À la suite d'une division aussi grossière et artificielle entre les Russes et les Ukrainiens, le nombre total de Russes pourrait diminuer de centaines de milliers, voire de millions. Ils ont également touché notre unité spirituelle, comme à l'époque du Grand-Duché de Lituanie. Ils ont commencé une nouvelle délimitation des églises, ne cachant pas qu'elles poursuivaient des objectifs politiques. Les autorités laïques sont intervenus brutalement dans la vie de l'église et ont amené l'affaire à la scission, à la saisie d'églises et au passage à tabac de prêtres et de moines. Même la large autonomie de l'église orthodoxe ukrainienne, tout en maintenant l'unité spirituelle avec le patriarcat de Moscou, ne leur convient absolument pas. Ils doivent détruire ce symbole visible et séculaire de notre parenté. Je pense qu'il est également naturel que les représentants de l'Ukraine votent encore et encore contre la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant la glorification du nazisme. Sous la protection des autorités officielles, marches et retraites au flambeau sont organisées à l'honneur des criminels de guerre, des collabos, des formations SS, au rang des héros nationaux, place Mazepa qui a trahi tout le monde dans son cercle, Petliura qui a payé le patronage polonais avec les terres ukrainiennes, Bandera qui a collaboré avec les nazis. Ils font tout pour effacer la mémoire des jeunes générations, le nom des vrais patriotes et vainqueurs dont l'Ukraine a toujours été fière. Pour les Ukrainiens qui ont combattu dans les rangs de l'armée rouge, dans les détachements de partisans, la grande guerre patriotique était précisément la guerre patriotique car ils défendaient leur foyer, leur grande patrie commune. Plus de 2000 sont devenus des héros de l'Union soviétique. Parmi eux se trouve le pilote légendaire Ivan Nikotovitch Kazedub, tireur d'élite intrépide, défenseur d'Odessa et de Sébastopol, Ludmila Mikhailovna Pavlichenko, le brave commandant partisan Sidor Artamievitch Kovpak. Cette génération flexible s'est battue à donner sa vie pour notre avenir, pour nous. Oublier leurs exploits, c'est trahir vos grands-pères, vos mères et vos pères. Le projet anti-russe a été rejeté par des millions d'Ukrainiens. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont fait leur choix. Et les habitants du Sud-Est essayent pacifiquement de défendre leur position. Mais tous, y compris les enfants, étaient enregistrés comme séparatistes et terroristes. Ils ont commencé à menacer de nettoyage ethnique et de recourir à la force militaire. Et les habitants de Donetsk et de Lugansk ont pris les armes pour protéger leur maison, leur langue et leur vie. Avaient-ils d'autres choix après les pogroms qui ont balayé les villes d'Ukraine, après l'horreur et la tragédie du 2 mai 2014 à Odessa, où des néo-nazis ukrainiens ont brûlé vifs, mis en place un nouveau Katyn? Les partisans de Bandera étaient prêts à commettre les mêmes représailles en Crimée, Sébastopol, Donetsk et Lugansk. Ils n'abandonnent toujours pas de tels plans, ils attendent dans les coulisses. Le coup d'État et les actions ultérieures des autorités de Kiev ont inévitablement provoqué des affrontements et une guerre civile. Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le nombre total des victimes associées au conflit dans le Donbass a dépassé les 13 000 personnes. Parmi eux se trouvent des personnes âgées, des enfants, des pertes terribles et irréparables. La Russie a tout fait pour arrêter le fratricide. Les accords de Minsk ont été conclus qui visent un règlement pacifique du conflit dans le Donbass. Je suis convaincu qu'ils n'ont toujours pas d'alternative. En tout cas, personne n'a retiré sa signature, ni au titre du paquet de mesures de Minsk, ni au titre des déclarations correspondantes des dirigeants des pays du format de Normandie. Personne n'a initié la révision et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 février 2015. Au cours des négociations officielles, notamment après le recul des partenaires occidentaux, les représentants de l'Ukraine déclarent périodiquement leur pleine adhésion aux accords de Minsk. En fait, ils sont guidés par la position de leur inacceptabilité. Nous n'avons pas l'intention de discuter sérieusement ni du statut particulier du Donbass, ni des garanties pour les personnes vivant ici. Ils préfèrent exploiter l'image d'une victime d'agression extérieure et de trafiquer de la russophobie. Ils organisent des provocations sanglantes dans le Donbass. En amont, ils attirent par tous les moyens l'attention des mécènes et des maîtres extérieurs. Apparemment, de plus en plus, j'en suis convaincu, Kiev n'a tout simplement pas besoin du Donbass. Pourquoi ?
Car d'abord, les habitants de ces régions n'accepteront jamais l'ordre qu'ils ont tenté et tentent d'imposer par la force, le blocus le menace. Et deuxièmement, les résultats de Minsk I et de Minsk II, qui donnent une réelle chance de restaurer pacifiquement l'intégrité territoriale de l'Ukraine en négociant directement avec les républiques populaires de Donetsk et la République populaire de Lugansk par le biais de la médiation de la Russie, de l'Allemagne et de la France, contredisent l'ensemble logique du projet anti-russe. Et il ne peut que s'accrocher à la culture constante de l'image d'un ennemi intérieur et extérieur, et j'ajouterais sous protectorat, sous le contrôle des puissances occidentales. C'est ce qui se passe en pratique. Tout d'abord, il s'agit de la création d'un climat de peur dans la société ukrainienne, de rhétorique agressive, d'indulgence vis-à-vis des néo-nazis et de militarisation du pays. Parallèlement à cela, non seulement une dépendance totale, mais un contrôle externe direct, y compris la supervision de conseillers étrangers sur les autorités ukrainiennes, les services spéciaux et les forces armées, le développement militaire du territoire ukrainien, le déploiement d'infrastructures de l'OTAN. Ce n'est pas un hasard si la scandaleuse loi susmentionnée sur les peuples autochtones a été adoptée sous le couvert d'exercice de l'OTAN à grande échelle en Ukraine. L'absorption des vestiges de l'économie ukrainienne et l'exploitation de ses ressources naturelles sont sous le même couvert. La vente des terres agricoles n'est pas très loin et il est évident qui les acheteront. Oui, de temps en temps, l'Ukraine se voit allouer des ressources financières, des prêts, mais selon ses propres conditions et intérêts dans le cadre de préférences et d'avantages pour les entreprises occidentales. Au fait, qui remboursera ces dettes? Apparemment, on suppose que ça devrait être non seulement par la génération actuelle d'Ukrainiens, mais par leurs enfants, petits-enfants et probablement arrière-petits-enfants. Les auteurs occidentaux du projet anti-russe ont mis en place le système politique ukrainien de telle sorte que les présidents, les députés et les ministres changent, mais il y a une orientation constante vers la séparation avec la Russie, vers l'inimité avec elle. Le principal slogan préélectoral du président sortant était la réalisation de la paix. Il est arrivé au pouvoir là-dessus, les promesses se sont avérées être des mensonges, rien n'a changé, et à certains égards la situation en Ukraine et autour du Donbass s'est également dégradée. Il n'y a pas de place pour une Ukraine souveraine dans le projet anti-russe, ainsi que pour les forces politiques qui tentent de défendre sa réelle indépendance. Ceux qui parlent de réconciliation dans la société ukrainienne, de dialogue, de sortie de l'impasse, sont étiquetés comme des agents pro-russes. Je les répète, pour beaucoup, en Ukraine, le projet anti-Russie est tout simplement inacceptable. Il y a des millions de telles personnes, mais ils n'ont pas le droit de lever la tête. Ils ont pratiquement été privés de la possibilité légale de défendre leur point de vue, ils sont intimidés, poussés à se cacher sous terre. Pour leurs convictions, pour leur liberté de parole, pour l'expression ouverte de leur position, ils sont non seulement persécutés, mais aussi tués. Les meurtriers ont tendance à rester impunis. Seuls ceux qui haïssent la Russie sont désormais déclarés corrects, des patriotes corrects de l'Ukraine. De plus, l'ensemble de l'État ukrainien tel que nous le comprenons est proposé à l'avenir de se construire exclusivement sur cette idée. La haine et la colère, et l'histoire du monde l'a prouvé plus d'une fois, sont une base très fragile pour la souveraineté, lourde de nombreux risques et conséquences graves. Toutes les astuces associées au projet anti-Russie sont claires pour nous. Nous ne permettrons jamais que nos territoires historiques et les personnes qui nous sont proches, qui y vivent soient utilisés contre la Russie. Et à ceux qui font une telle tentative, je veux dire qu'ils détruiront ainsi leur pays. Les autorités ukrainiennes actuelles aiment se référer à l'expérience occidentale. Elles y voient un modèle. Regardez comment l'Autriche et l'Allemagne, les États-Unis et le Canada vivent côte à côte, similaires dans sa composition ethnique, la culture en fait, avec une seule langue. Ils restent des États souverains avec leurs propres intérêts, avec leur propre politique étrangère. Mais cela n'interfère pas avec leur intégration la plus étroite ou leurs relations alliées. Ils ont des frontières très conditionnelles et transparentes, et les citoyens, les croisants, les franchissants se sentent chez eux. Ils créent des familles, ils étudient, ils travaillent, font des affaires. Soit dit en passant, tout comme des millions de natifs d'Ukraine qui vivent maintenant en Russie. Pour nous, ce sont les nôtres, des proches. La Russie est ouverte au dialogue avec l'Ukraine et est prête à discuter des questions les plus difficiles. Mais il est important pour nous de comprendre qu'un partenaire défend ses intérêts nationaux et ne sert pas les autres, n'est pas un instrument entre les mains de quelqu'un pour nous combattre. Nous respectons la langue et les traditions ukrainiennes, au désir des Ukrainiens de voir leur État libre, sûr et prospère. Je suis convaincu que la véritable souveraineté de l'Ukraine est possible précisément en partenariat avec la Russie. Nos liens spirituels, humains, civilisationnels en sont tissés depuis des siècles, remontent aux mêmes sources, tempérés par des épreuves et des réalisations et des victoires communes. Notre parenté se transmet de génération en génération. Elle est dans les cœurs, dans la mémoire des personnes vivant dans la Russie, dans l'Ukraine moderne, dans les liens du sang qui unissent des millions de nos familles. Ensemble, nous avons toujours été et serons plusieurs fois plus forts et plus performants. Après tout, nous sommes un seul peuple. Or, ces mots sont perçus
avec hostilité par certains, peut-être interprété à votre guise. Mais beaucoup de gens m'entendront, et je dirai une chose, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais anti-Ukraine. Et ce que l'Ukraine devrait être, c'est à ses citoyens de décider. Vladimir Poutine.